Parlons un petit peu de mobilité d'entreprise, des fameuses voitures de société et du budget mobilité. C'est cette aberration un petit peu belgo-belge, cette manière en fait de défiscaliser l'argent du travail qui est, on le sait, en Belgique, énormément taxé. Il y a donc la voiture de société, mais ces dernières années, le budget mobilité s'est largement développé pour valoriser les autres alternatives. Alors comment ça fonctionne? Il y a des changements. À partir du 1er janvier, on s'y intéresse, on tente de répondre aussi à toutes vos questions dans une émission pratico-pratique. On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans le tram. On va parler de budget mobilité, de voitures de société, parce qu'il y a des changements un petit peu comme chaque mois de janvier. Ayoub Lamrini, bonsoir. Vous travaillez chez SD Works, vous êtes conseiller juridique. Petit retour en arrière, la démocratisation des fameuses voitures salaires. On est dans les années 90. L'objectif, alors, c'est de défiscaliser certains revenus, c'est ça? Oui, alors il y a une décision au niveau du pouvoir politique, effectivement, qui se confronte à la réalité du coût des salaires en Belgique. Et donc, effectivement, la voiture de société est introduite dans les années 80-90 avec une fiscalité avantageuse. Et aujourd'hui, le constat actuel, c'est que 15% des travailleurs en Belgique disposent d'une voiture de société. Mais dans ces 15% de travailleurs, il y a une part non négligeable de travailleurs qui utilisent leur voiture comme une voiture de fonction parce qu'ils y sont contraints selon la nature de leur fonction. Ils ont besoin d'être mobiles, de se déplacer chez des clients. Donc ça remplit également certaines obligations liées à leur fonction. Avant, c'était uniquement la voiture de société. Et je me souviens qu'après, on est passé à un système de cash for cars. Je me souviens que c'était le gouvernement Michel à l'époque. C'était quoi ce fameux cash for cars? Oui, alors c'est un système qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il a été mis en place en 2017 ou 2018. Mais donc le principe était d'échanger sa voiture contre un montant, un budget. Et ce budget, eh bien, il n'était pas lié à une quelconque obligation en matière d'utilisation. Donc c'était simplement un budget défiscalisé, c'était du net en poche pour le travailleur. Et donc ce système a été abandonné, et notamment parce qu'il posait aussi des problèmes d'ordre constitutionnel, notamment. Et il a été effectivement remplacé par le système du budget mobilité. Aujourd'hui, 15%, vous disiez, 15% des voitures sont des voitures de société dans le parc automobile belge, c'est ça? C'est ça. Alors 10%, plus ou moins, un peu moins de 10% du parc automobile belge est constitué de voitures de société. Et au niveau donc des travailleurs qui disposent d'une voiture de société, la proportion est plus ou moins de 15%. Et on parle de piliers aussi, quand on parle de budget mobilité, de voitures de société, de ce système fiscal qui va avec. 3 piliers, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Oui, alors le principe du budget mobilité qui a remplacé le système du cash for car, eh bien, consiste tout simplement à échanger sa voiture contre un budget que l'on peut utiliser dans des solutions de mobilité durable. Et donc le budget mobilité compte 3 piliers. Le premier pilier, c'est la voiture de société entièrement électrique. Donc je peux échanger en tant que travailleur ma voiture contre une petite voiture, plus petite, moins coûteuse, dans le cadre du budget mobilité. Et avec le budget dégagé, je peux faire des solutions en matière de mobilité. Quel montant? Il y a un durable. plafond, il y a un plancher? Alors il y a un minimum, un maximum, donc on doit se situer dans la fourchette entre montant indexé en 2025, ça doit être 3 100 et des poussières, à 16 875 € maximum. Et en général, donc les travailleurs se situent entre ces deux montants. Et alors, quel type de voiture? C'est les voitures électriques, les voitures thermiques, elles sont plus défiscalisées? Ça se passe comment par rapport à tout ça? Alors, le principe du budget mobilité, c'est j'échange ma voiture actuelle, qu'elle soit thermique ou qu'elle soit électrique, contre un budget. Donc, l'employeur va tout simplement faire une opération neutre budgétairement. Il va rétrocéder au travailleur le coût que ça représente pour lui de mettre à disposition une voiture de société pour le travailleur. Et avec ce budget, le travailleur peut choisir, alors ce n'est pas une obligation, ça ne doit pas être proposé obligatoirement par l'employeur, il peut choisir une voiture dans le pilier 1. Et là, effectivement, c'est une voiture entièrement électrique. Ça, c'est une nouvelle mesure qui est d'application au 1er janvier 2026. Il n'en a pas toujours été ainsi. Jusque janvier 2026, on pouvait mettre à disposition une voiture thermique dans le budget mobilité. On se souvient de la carte essence. Maintenant, c'est électrique. Comment ça se passe? C'est l'entreprise qui vient installer une borne ou même des panneaux solaires qui vont avec. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, alors l'idée, c'est que le travailleur qui dispose d'une voiture, par exemple avec une carte de recharge, eh bien en fait, électrique ou une borne de recharge, effectivement, tout ça va être chiffré dans le coût que ça représente pour l'employeur et l'entièreté du budget
est rétrocédée au travailleur. Dans le cadre du budget mobilité, lorsque le travailleur choisit une voiture entièrement électrique, elle peut être mise en place, attribuée aussi effectivement avec une borne de recharge ou une carte de recharge qui est financée par le budget auquel a droit le travailleur. Après, il y a le fameux package budget mobilité où on peut choisir des alternatives. Oui, alors ça c'est le cœur du budget mobilité, c'est le pilier 2 et donc c'est les solutions de mobilité durable. Alors au sens strict, c'est-à-dire le vélo, mobilité douce par exemple, et donc toute une série aussi d'autres alternatives en matière de mobilité douce comme la trottinette, comme le speed pedelec, etc. Mais également il y a d'autres thématiques comme la mobilité partagée, la possibilité de avoir recours au vélo partagé, trottinette partagée, voiture partagée, mais également pour certaines circonstances, en tout cas en respectant une condition de 30 jours maximum par an, une voiture de location ou, et là c'est aussi un avantage très apprécié par les travailleurs, la possibilité de se faire rembourser ses frais de logement si le travailleur habite dans un certain rayon autour de son lieu de travail principal ou s'il effectue du télétravail à hauteur de 50%. Ça, on y reviendra juste après. Et le troisième pilier, c'est quoi le résidu? Alors, le troisième pilier, c'est un peu un pilier par défaut. C'est le solde résiduel à la fin de l'année, puisque le budget mobilité, c'est un budget qui est accordé par an. Et à la fin de l'année, au 31 décembre, le solde restant est automatiquement transformé en paiement brut. Et donc, le travailleur reçoit un montant sur sa fiche de paye duquel on a retiré des cotisations de sécurité sociale à hauteur de 38,07%, mais ça n'est pas taxé. Il n'y a pas d'imposition sur ce pilier 3. Comment ça évolue le budget mobilité parmi les Belges? Est-ce que ça a de plus en plus de succès Alors ça a de plus en plus de succès. Des chiffres SDWorks peut-être un peu pour l'illustrer. Récemment, donc, on a effectué une étude à ce sujet. En septembre-octobre 2025, on a réétudié donc, les chiffres de 2024 et on avait déjà publié les chiffres de 2023. En 2023, un travailleur sur 35 adhérait au budget mobilité et en 2024, c'est un travailleur sur 20 qui a fait le choix d'adhérer au budget mobilité. Donc, comme pour les autres solutions en matière de mobilité, il y a effectivement un intérêt croissant, plus d'employeurs qui l'ont mis en place, mais il y aura encore un regain d'intérêt en janvier 2026 puisque le budget mobilité devient obligatoire en janvier 2026. 15% des Belges sont concernés, ce que vous disiez en début Alors, d'émission. Des travailleurs, pardon. Ouais. À quand un budget mobilité pour tous? Est-ce qu'on en parle, ça Alors, de se dire, ça parce que aussi, moi aussi, je souhaiterais en bénéficier de ces avantages-là. Oui, effectivement. Et donc ça, c'est aussi un autre dispositif qui a été discuté au niveau donc, du gouvernement. Et donc ça transparaît dans l'accord de gouvernement, mais on n'a pas plus d'informations à ce stade. Donc effectivement, c'est souhaité, un budget mobilité pour tous qui ne viserait plus seulement les travailleurs qui ont une voiture de société et qui l'échangeraient contre un budget, mais vraiment tous les travailleurs pour rendre plus flexible la mobilité de ces travailleurs, pouvoir choisir différentes alternatives en matière donc de déplacement, domicile, lieu de travail, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui d'un point de vue temps fiscal, d'un point de vue plafond d'exonération des différents types de déplacements. On est parfois contraint en tant qu'employeur de proposer une ou deux seules solutions en matière de déplacement. Merci Ayoub Lamrini, vous travaillez chez SDWorks, conseiller juridique. Voilà pour le cadre général et au sein de ce pilier 2, on sait qu'il y a de plus en plus d'alternatives, on en parle juste après ça. Quel package choisir? Je me tourne vers vous, Nicolas Verstraete. Vous avez fondé Next Mobility. C'est une plateforme qui aide notamment les entreprises sur toutes les questions de budget mobilité. Expliquez-moi un petit peu en quoi ça consiste. Oui, donc on accompagne les entreprises dans la mise en place du budget mobilité. On n'a pas de plateforme, on conseille nos clients vers la meilleure plateforme. Il y en a plusieurs sur le marché. Et donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner d'un point de vue humain et opérationnel dans l'adoption du budget mobilité. Et ça fonctionne comment? Vous faites un peu un inventaire des alternatives? Donc en général, on travaille en plusieurs temps. Donc quand un client veut implémenter le budget mobilité, il prend contact avec nous. Et en fait, la première chose à faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle la mobility policy. Comme il y avait une car policy, en fait, on va créer la politique de mobilité et on va discuter en fonction de la culture d'entreprise, quels sont les éléments clés qu'il veut mettre en place dans son budget mobilité et quel est le fournisseur de solutions, donc, dont on parlait, les plateformes, qui est la plus adéquate par rapport à chaque client, par rapport à la taille de l'entreprise, etc. par exemple. En 2026, il y a des changements. Le budget mobilité devra être proposé aux entreprises. Vous avez déjà des entreprises qui vous contactent un petit peu pour savoir comment ça va se passer? Oui, alors on est un peu dans une période en transition, dans le sens que le texte n'est pas encore publié, donc on ne sait pas encore si ça va être fait ou pas. Un petit micmac belgo-belge?
Oui, voilà, c'est ça, typiquement. Donc, je ne sais pas à partir de quand. Et donc, on a deux types de clients. Certains qui attendent que ce soit réellement publié pour voir ce que ça va changer. Et d'autres qui nous contactent, en effet, pour l'implémenter au plus vite, pour que ce soit prêt pour janvier. Les employés peuvent toujours refuser le budget mobilité, ils peuvent toujours continuer avec la voiture. Alors, aujourd'hui, la loi, elle dit que c'est libre de choix pour l'employeur et puis c'est libre de choix pour l'employé. À partir du moment où ce sera obligatoire, je suppose que ce sera plus libre pour l'employeur, mais ce sera libre pour l'employé. L'employé peut toujours choisir entre garder sa voiture de société ou prendre le budget mobilité. En fait, on offre une alternative à la voiture de société. Je voyais qu'il y avait une étude qui disait qu'un employeur sur 3 connaissait assez mal le budget mobilité. Comment ça se fait qu'en fait, il y a aussi peu de gens qui l'utilisent? Parce que ça a l'air complexe et que c'est complexe quand on essaye de traduire le texte de loi. Déjà, le comprendre, c'est compliqué. Comprendre quel est le budget qu'on peut mettre dans le budget mobilité, donc ce fameux TCO, donc le coût total de la voiture pour une entreprise. Voilà, ça suscite beaucoup de questions au sein des employeurs, ça fait peur d'un point de vue opérationnel, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire, mettre en place, etc. Et donc c'est ça, je pense, qui freine certains employeurs. Justement, le budget, comment on sait combien? On a déjà parlé un petit peu avec Ayoub, mais expliquez-moi. Donc en fait, on va calculer ce qu'on appelle le total cost of ownership, ou en français le coût total de possession d'un véhicule. Donc c'est-à-dire, on a le prix en loyer, qui est souvent dans le cas d'un leasing assez connu, auquel on rajoute les frais d'énergie. Vous parliez de bornes de recharge, coûts de recharge, etc. On rajoute un forfait ou la consommation réelle. Et puis on va rajouter encore différents coûts dans le cas où, en fonction des entreprises, s'ils financent d'autres choses, frais de gestion de flotte, etc. Et donc ça, c'est le total cost of ownership, c'est le budget in, si vous voulez, dans le budget mobilité que l'employé va pouvoir convertir dans les 3 piliers que Ayoub a expliqué juste avant. Les alternatives sont nombreuses. Bon, on parle évidemment, on pense aux trottinettes, aux vélos. Il y a aussi, on peut payer son loyer. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Ah oui, donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Hein. Donc en fonction des études, on est entre 67 et 75%, je pense, des gens qui rentrent dans le budget mobilité qui prennent ça. Donc il y a le cas classique. Quasi 7 personnes sur 10 qui a le budget mobilité choisit cette alternative. Oui, parce qu'en fait ça permet de financer les frais de logement et c'est du net pour net. Donc vous avez un TCO, disons, de moyen de 1 000 € par mois. Ça rentre dans votre loyer. Donc c'est comme vous aviez 1 000 € en plus par mois si vous ne prenez pas de voiture. Ce qui est quand même intéressant pour un Bruxellois qui n'a pas spécialement besoin de sa voiture. Il y a quelques critères quand même pour pouvoir bénéficier de ça. Oui, donc c'est ça, là j'allais y venir. Donc il faut être habité à moins de 10 km de son lieu de travail principal. Et là, c'est sujet à interprétation. Ce que veut dire le lieu de travail principal, c'est le lieu où on travaille le plus d'heures par semaine. Donc, en théorie, c'est le bureau ou le siège de l'entreprise. Mais certaines entreprises acceptent de considérer le domicile quand quelqu'un fait plus de la moitié des heures, enfin, le plus grand nombre d'heures chez lui, accepte de considérer le domicile comme le lieu de travail principal. Et là, évidemment, on travaille chez soi, donc il n'y a pas de distance. Et donc, en fait, ça permet de financer son logement, ce qui est très intéressant. On en revient à Next Mobility. Vous, votre job, c'est aussi de chercher un maximum d'alternatives comme celle-là ou de prestataires de mobilité, en quelque sorte? Oui, donc en général, les plateformes proposent déjà beaucoup d'alternatives. Nous, ce qu'on va un cran plus loin, dans le sens où on va stimuler aussi et les faire connaître auprès des employés. Souvent, le budget mobilité est implémenté parce qu'il y a un employé qu'on veut engager et qui avait le budget mobilité chez son employeur précédent ou ce genre de choses-là. Et nous, on va essayer de stimuler les employés et de leur faire prendre conscience de toutes les alternatives qui existent en termes de vélo, par exemple, ou en termes même d'abonnement, d'optimisation qu'ils peuvent le faire au niveau des abonnements de transport en commun avec les Flexabo et ce genre de choses. Je sais qu'il y a des plateformes, donc on en parlait il y a quelques secondes, c'est beaucoup de nouveautés, ces plateformes. Citons-en une, Umbrella par exemple, ça fonctionne comment ce genre de choses? Alors oui, Umbrella est en effet une des plateformes, il y en a d'autres. Hein. En fait, l'employé a soit une carte de paiement et qui lui permet de payer toutes ses dépenses de mobilité, soit via l'application, il peut directement payer ses dépenses de mobilité. Et en fait, soit s'il paye avec l'application, enfin, soit il est remboursé, soit il ne débourse même pas. En fait, c'est payé via son pilier jusqu'à ce qu'il ait utilisé tout son budget et puis il paye de sa poche par la suite. Donc la plateforme gère tout et donne accès directement à l'ensemble des solutions. C'est pas l'employeur qui va choisir. Après, en fonction des plateformes, il y a encore des spécificités qui valident la dépense, etc. Merci Nicolas Verstraat. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Next Mobility. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. C'était une émission pratico-pratique. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.